Le compte à rebours est-il enclenché? L'économie chinoise risque-t-elle de s'écrouler comme un château de cartes? Le marché chinois de l'immobilier traverse une grave crise. Trop de chantiers, trop d'immeubles fantômes inachevés. L'un des plus importants promoteurs du pays, Evergrande, est au bord de la faillite, écrasé par une dette abyssale. À Shenzhen, au siège d'Evergrande, des sous-traitants attendent d'être payés et de petits investisseurs redoutent de ne jamais récupérer leur appartement. S'ils ne me rendent pas mon argent, je sauterai d'un immeuble. Ils m'ont volé tout mon argent, je n'ai plus rien. Les marchés craignent un Lehman Brothers chinois. En 2008, à New York, la banque d'affaires avait fait faillite. C'est terrible, terrible. On ramasse toutes nos affaires. Les bourses du monde entier s'étaient effondrées, entraînant une crise financière planétaire. La menace est prise au sérieux, car ce qui se passe au sein de la deuxième puissance économique mondiale a des répercussions partout ailleurs. En relançant son économie après la crise de la Covid, la Chine, grande consommatrice de matières premières, a fait flamber les prix. En France, la ferraille, le bois et d'autres matériaux de construction viennent à manquer. C'est la première fois que je vois une telle situation. Il y a eu des problèmes en 2008 où on avait les matériaux mais pas les chantiers. Là, on a les chantiers et pas les matériaux. Et d'autres pénuries se profilent. À cause des restrictions sanitaires, les ports chinois où transitent les marchandises tournent au ralenti. Alors y aura-t-il des jouets pour Noël? Sommes-nous trop dépendants de l'économie chinoise? En cas de crise financière, la Chine peut-elle entraîner l'Europe dans sa chute? Trois invités ce soir. Valérie Niquet, bonsoir. Vous êtes responsable Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre dernier ouvrage, La Chine, la puissance chinoise en 100 questions, est publié aux éditions Taillandier. Selon vous, Valérie Niquet, la possible faillite d'Evergrande est d'abord un problème pour la Chine elle-même, pas forcément un problème global, ajoutez-vous, mais c'est un motif d'inquiétude. Ça peut le devenir pour les investisseurs étrangers. À côté de vous, Jean-François Dufour, bonsoir. Vous êtes sinologue, directeur de DCA Chine Analyse, un cabinet d'analyse de l'environnement économique chinois. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage aussi sur les coulisses du capitalisme à la chinoise. Et selon vous, nous sommes, nous les Européens, à un moment charnière de nos relations avec la Chine. Si demain, l'Union européenne opposait un front uni, cela pourrait être une chance de réduire sa dépendance envers la Chine. Et à côté de vous, Sébastien Jean, vous êtes économiste, bonsoir, directeur du CEP2, c'est ça, on dit CEP2 CEPI. Ah pardon, le CEPI tout simplement. C'est le principal centre français d'analyse et de recherche en économie internationale. Vous co-signez l'album La folle histoire de la mondialisation aux arènes. Et vous estimez que nous sommes dans une situation de forte interdépendance. En effet, avec la Chine, il n'est pas question de couper tous les liens et tous les ponts, mais de porter un regard critique et géopolitique sur cette relation qui nous lie. Nadia, une question d'un internaute en 28 secondes. Pour une question qui est beaucoup revenue aujourd'hui. Je vous la lis. A-t-on raison de craindre un nouveau Lehman Brothers avec cette crise de l'immobilier chinois? Jean-François Dufour, on entend beaucoup, effectivement, ce parallèle entre cette crise de l'immobilier chinois et celle de 2008 aux États-Unis avec Lehman Brothers. Est-ce que cette comparaison vous semble si pertinente que ça? Non. Pour être objectif, non, à moins d'une énorme surprise, mais l'histoire est également faite d'énormes surprises, on n'aura pas de Lehman Brothers pour une raison très simple, c'est que la C'est-à-dire, pardon, pas de Lehman Brothers, c'est-à-dire pas de conséquences planétaires. Pas de crise systémique. Alors, surtout, pas de faillite d'une grande banque, et donc pas de conséquences par ce biais-là. Ouais. Et la raison, c'est que Lehman Brothers, sa faillite correspond à un modèle américain dans lequel vous aviez un énorme contre-pouvoir financier sanctionné par le pouvoir politique pour ses excès. En Chine, vous êtes dans une configuration radicalement différente, dans la mesure où les grandes banques qui sont derrière Evergrande sont des émanations du pouvoir politique. Ce sont des banques publiques contrôlées par le Parti communiste chinois. Donc on aura de la casse. Evergrande, tel qu'il existe, va disparaître, être démantelé. Des investisseurs étrangers qui ont investi dans Evergrande vont perdre de l'argent. Un coût social également pour les services. Alors ça, effectivement, je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour en parler, mais il y a justement un coût social que les autorités chinoises vont essayer de limiter. Et puis, au niveau bancaire, on aura peut-être une petite banque chinoise, pour faire un exemple, mais il est inimaginable dans le système chinois qu'une grande banque soit mise en faillite, parce que ça induirait un message complètement perturbant pour le fonctionnement du système. Alors, vous venez de citer ce promoteur, Evergrande, qui est au bord peut-être de la faillite. On rappelle avec un chiffre de quoi il s'agit, c'est une échelle chinoise. Extraordinairement éloquent, 260 milliards d'euros, hein, c'est
Le chiffre de l'endettement de ce géant chinois de l'immobilier, c'est 2% de la richesse intérieure de la Chine. Evergrande, c'est aussi 200 000 salariés, c'est 1,5 million de logements en construction. Valérie Niquet, s'il n'y a pas de crise systémique à la Lehman Brothers, il va quand même y avoir, si cette entreprise fait faillite, une crise importante. Quelles peuvent être les conséquences à la fois économiques et sociales en Chine même? Mais en fait, il y a une crise systémique. Elle est liée à la nature du système, c'est-à-dire qu'il y a une absence de règles véritablement. Il y a beaucoup le jeu des réseaux, le fait que le Parti communiste donne toutes les autorisations. Et donc tout d'un coup, il y a des flambées, des bulles comme ça d'entreprises qui ont les bonnes connexions, qui ne sont mal contrôlées dans leur expansion, qui font à peu près n'importe quoi, parce qu'Evergrande, c'était la construction, c'était aussi toute une diversification dans des secteurs absolument aberrants. Et donc... ça, c'est vraiment au cœur du système chinois et c'est une des grandes faiblesses que le pouvoir pourra rattraper parce qu'il contrôle les banques, parce qu'il mettra de l'argent au pot pour éviter une crise sociale. Parce qu'évidemment, les conséquences, on l'a bien vu dans le premier reportage, on a vu des gens désespérés. C'est les manifestations, c'est les gens... L'immobilier en Chine, c'est là où les gens mettent leur argent pour des tas de raisons. Assurer leurs vieux jours, un appartement pour leurs enfants, ça coûte une fortune en Chine. C'est souvent de pas très bonne qualité. Et donc, ces investissements-là, c'est un peu comme on y joue parfois aussi, d'ailleurs un peu comme on jouerait à un jeu de hasard. Donc tout ça est extrêmement dangereux pour le pouvoir. Les Chinois acceptent beaucoup de choses si les choses sont stables, si l'économie va plus ou moins bien. On voit qu'il suffit d'un tout petit, enfin même un gros grain de sable qui touche directement leur vie et surtout la vie des urbains, directement visible. Après d'ailleurs 2 années de Covid dont la Chine est sortie, mais enfin pas véritablement non plus. Et tout ça fait que ça peut vraiment exploser. Entre ça et l'interdiction des jeux vidéo pour les jeunes, c'est pas très très bon pour le pouvoir. Il y a un climat d'effervescence possible. On commence à un peu trop entrer dans la vie quotidienne. On va y revenir, mais Sébastien Jean, hors de la Chine, quels sont les motifs d'inquiétude de cette faillite possible d'Evergrande dans les jours qui viennent? Pour les investisseurs étrangers. Je pense que hors de la Chine, ce qui nous concerne avant tout, c'est qu'on est face à une sorte de moment de vérité pour un modèle de croissance chinoise. On a beaucoup fait l'analogie avec Lehman Brothers, les États-Unis de 2008, vous l'avez dit. En fait, on devrait plutôt se poser la question de savoir s'il y a une analogie avec le Japon au début des années 90. C'est-à-dire, vous nous rappelez l'économie chinoise a, depuis en particulier la crise financière de 2008, s'est alimentée par la croissance du crédit pour sa croissance. Donc, on a créé beaucoup d'argent, beaucoup de crédit. Et puis là, on arrive à un moment où les autorités se sont dit on peut pas... il y a des risques financiers associés à cette augmentation un peu folle des crédits, quasi doublement en 12 ans. Et donc, il faut limiter ces risques, il faut resserrer notamment les règles prudentielles. Et en fait, ce qui est en train de se créer aujourd'hui, comme problème avec Evergrande, ça a été créé par les autorités qui ont dit maintenant on resserre la réglementation parce qu'on veut limiter les risques à venir. Et ça, la perspective possible, c'est que ça implique un ralentissement durable de l'économie chinoise parce qu'on ne va plus alimenter de la même façon la croissance du crédit avec cette sorte de folle course en avant à coût de construction de logements et d'investissement en infrastructure. Donc ralentissement de la demande chinoise dans un contexte où l'économie chinoise est aujourd'hui, évidemment, extrêmement importante comme débouché, comme... Ça voudrait dire, Jean-François Dufault, ralentissement de l'économie mondiale, puisque le Covid a montré notre très grande dépendance à l'économie chinoise. Alors, ça remonte même bien avant, puisque en 2008, l'un des grands titres de gloire des autorités chinoises, c'était d'avoir sauvé le monde d'une crise plus grave. Et on a quelque chose de très intéressant sur cet aspect-là, qui rejoint ce qui vient d'être dit, c'est que depuis plusieurs années, les autorités chinoises laissent entendre que, étant donné l'opposition qu'elles rencontrent à l'extérieur, elles ne joueront plus systématiquement ce rôle. Et là, on a un espèce de chantage, alors qui est bien sûr dangereux pour Pékin, parce qu'ils ne peuvent pas non plus laisser trop partir les choses, puisqu'ils sont les premiers concernés, mais on a clairement aujourd'hui une posture de la Chine qui consiste à dire ne comptez plus sur nous pour relancer systématiquement la machine économique mondiale parce que vous n'êtes pas assez gentil avec nous. On regarde Bruno Le Maire. 3 jours avant l'annonce du premier confinement, donc en mars 2020, il disait qu'il fallait sortir de la très grande dépendance de l'économie chinoise. On le regarde et on voit si on en est sorti après. Il faut réduire notre dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de grandes puissances, en particulier vis-à-vis de la Chine sur l'approvisionnement dans certains produits. Il faut renforcer notre souveraineté sur des chaînes de valeur qui sont stratégiques. C'est vrai dans le secteur de l'automobile, c'est vrai dans le secteur de l'aéronautique, c'est encore plus vrai dans le secteur du médicament. Je pense qu'il y aura dans l'histoire de l'économie mondiale un avant et un après le coronavirus. Sébastien Jean, donc là on est dans l'après.
un an et demi après, est-ce que nous sommes moins dépendants ou finalement ces paroles n'ont été que des vœux pieux? Moi, je pense d'abord qu'on est dans le pendant. On est en plein dedans encore, malheureusement. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des adaptations qui se font quand même relativement lentement parce que ça demande un certain nombre d'investissements. Je crois que par rapport à ces questions de souveraineté... Ah oui, vous voulez dire de relocalisation qui sont une partie de ce qu'il y a derrière. Tout ça, c'est des mouvements qui peuvent prendre longtemps. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne peut pas appliquer ce type de raisonnement à l'ensemble de l'économie. En fait, ça demande d'avoir une vision plus ciblée, de se demander quels sont les produits sur lesquels une intervention de l'État pourrait se justifier et pourquoi. Et pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer. Les médicaments. Les médicaments, les masques, on le sait depuis longtemps sur l'alimentation. Donc, on a des politiques particulières sur l'agriculture. Et puis d'autres qui sont des outils de pouvoir ou simplement des moyens d'action dont on ne peut pas se passer. Donc, le matériel de défense, ça a toujours été le cas. Et puis aujourd'hui, on se dit aussi, les technologies de la transition énergétique, on doit les maîtriser si on veut être maître de notre destin demain. Voilà, donc on porte un regard différent. Je crois qu'il est trop tôt pour tirer le bilan de ces politiques, mais le regard a changé, ça c'est vrai. Oui. Valérie Niquet. Oui, il y a des secteurs quand même qui ont énormément souffert et qui doivent, au-delà de ces secteurs stratégiques, se poser des questions. Le tourisme, par exemple. On voit bien qu'en France, la dépendance au tourisme chinois de masse, considérable en Europe. On voit l'État de Paris, la remise en question des grands magasins, par exemple, qui se recentrent sur... Donc il y a des questions qu'il faut se poser. Il y avait une solution, il y avait quand même un principe de facilité avec ce marché chinois immense, difficile d'accès, mais enfin qui était présent. Ces touristes chinois qui venaient en masse et qui faisaient que, on n'avait pas besoin de trop se poser de questions sur la qualité de l'offre. Par exemple, le secteur du luxe qui déjà souffre aujourd'hui et qui périodiquement souffre parce que ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, c'est que ces problèmes chinois, ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ouvre le crédit, crise, on resserre le crédit, on ouvre le crédit parce que crise, on resserre les crédits. Et donc, c'est comme ça depuis des années en Chine. Et c'est pour ça que je disais que c'était systémique. C'est vraiment lié au fonctionnement d'un système qui ne peut pas non plus faire des réformes. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres entreprises équivalentes ou comparables à Evergrande qui se retrouvent dans la même situation dans quelques mois. Je veux dire, Evergrande, là, il y avait un effet particulièrement visible, mais le taux d'endettement global de la Chine, y compris des collectivités locales, des entreprises, est absolument colossal aujourd'hui. Jean-François Dufour, on a entendu une question toute simple. Y aura-t-il des jouets à Noël? À propos de la pénurie de bois, à propos de la pénurie de matériaux, de matières premières, quelle est la réponse à cette question faussement candide? Y aura-t-il des jouets à Noël? Puisque en France, il y a véritablement une tension dans les métiers, notamment du bâtiment, à cause de cette pénurie, puisque les Chinois se précipitent sur les matières premières. Alors effectivement, ils se précipitent sur les matières premières, en sachant qu'après, on a toujours une ambiguïté, c'est-à-dire qu'effectivement, je disais tout à l'heure, ils ont prévenu qu'ils ne soutiendraient plus forcément la croissance mondiale. En même temps, aujourd'hui, on leur reproche des effets en fait, qui sont liés quand même à cette relance de la croissance mondiale. Donc c'est un petit peu ambigu. Sur les jouets à Noël, ça dépendra de la nature des jouets. Sur ceux qui sont à forte valeur, ils passeront par le fret aérien. Il y a eu des solutions de mise en place par la Chine depuis quelques années. Une ville comme Zhengzhou, par exemple, la capitale du Henan, dont personne n'entend jamais parler, est devenue un hub important pour l'électronique. Par contre, si c'est à moindre valeur sur le maritime, ça peut coincer à cause des problèmes des ports chinois aujourd'hui. Alors, on évoque avec vous, Nadia, l'agressivité quant au réseau d'influence, donc en quelque sorte au soft power chinois. Ouais, et ça a été documenté dans un gigantesque et même impressionnant travail d'enquête et d'analyse qui vient d'être publié ce jour. Pendant 2 ans, l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, a étudié ce qu'ils appellent le techno-autoritarisme chinois, une stratégie d'influence très vaste et même tentaculaire. On ne peut pas tout dire ici, mais on peut retenir notamment le fait qu'on apprend que la Chine aurait bâti donc un réseau très sophistiqué qui vise, je cite, à séduire, à infiltrer et à contraindre. Il s'agit donc de manipuler les opinions, y compris hors de l'Asie, bien plus encore que ce qu'on savait et que ce qu'on pouvait imaginer. L'un des QG de cette offensive, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est une base militaire qui s'appelle la base 311. C'est une structure qui se trouve fort opportunément juste en face de Taïwan. C'est ici que s'organisent les différentes opérations
qui servent les intérêts de Pékin, pour dire les choses très vite, des opérations qui prennent différentes formes. Il y a par exemple ce qu'on appelle des fermes de trolls, ce que fait la Russie, beaucoup. Ce sont des millions de personnes qui sont payées pour publier des commentaires sur les réseaux sociaux, les alimenter en fake news, en fausses informations ou en contre-feu. On l'a beaucoup vu sur le Covid, par exemple. Le job, si on peut dire, d'une autre de ces structures consiste, lui, je cite toujours, à perturber le processus décisionnel du pays ennemi. C'est comme ça qu'on apprend dans ce document, par exemple, que la Chine, qui convoite les réserves en nickel de la Nouvelle-Calédonie, a apporté assez publiquement, d'ailleurs, son soutien aux indépendantistes kanaks. Pour résumer ces 650 pages, tous les leviers possibles sont mobilisés par la Chine, du soft power le plus traditionnel à l'ingérence la plus agressive. Valérie Niquet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment noyauter les opinions de la sorte? C'est aussi, d'une certaine manière, renforcer la puissance, y compris la puissance économique de la Chine. Alors, il y a des moyens technologiques nouveaux qui décuplent ces capacités, mais ça n'est pas du tout nouveau. C'est de l'agit-prop, c'est de la guerre de l'information, c'est de la propagande. L'URSS nous a habitués à ça. Gardons en mémoire le passé. C'est de la guerre psychologique, même, ce sont les termes qui sont employés. C'est le cœur du fonctionnement de ce type de système totalitaire qui cherche à développer leur influence, à séduire, à manipuler, à gagner des alliés, en manipulant absolument tous les éléments économiques ou autres. Simplement, évidemment, il y a des moyens technologiques nouveaux. Il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle, il y a des moyens de contrôle plus importants. On est au courant, il faut le rester, il faut rester lucide. Oui. Un point d'actualité qui n'a rien à voir, mais enfin la décision sur les sous-marins est extrêmement mauvaise à mes yeux. Enfin, la décision, vous voulez dire, de l'Australie, d'annuler la rupture de contrat. Ce nouvel accord est très dommageable parce qu'elle offre sur un plateau à la Chine de nouvelles armes pour dire, mais regardez, les alliés américains, vous ne pouvez pas compter sur eux, nous sommes là. Donc voilà, ils n'ont pas compris que la vraie menace de la Chine, c'était peut-être pas les armes. Bien sûr, la capacité militaire, c'est considérablement développée, mais enfin, les États-Unis sont encore très au-dessus. En revanche, la capacité d'influence, elle est là, elle est bien là, elle est très active, et c'est contre ça qu'il faut se prémunir. Donc, c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut s'interroger sur la logique de certaines décisions. Mais en France, il y a eu une vraie prise de conscience. D'ailleurs, cette étude en est la preuve, parce qu'elle a été commanditée aussi par nos autorités. Voilà. Il faut se prémunir, mais est-ce qu'on a les moyens et le pouvoir de se fâcher économiquement, j'entends bien, avec la Chine, Sébastien Jean? Il ne s'agit pas nécessairement de se fâcher économiquement avec la Chine, il s'agit de se donner les moyens d'être un peu les maîtres de son destin. Vous dites qu'il faut porter un regard critique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, ça veut dire au fond sortir de cette espèce d'angélisme sur les échanges où on a une vue purement économique, où tous les produits et tous les secteurs se valent. Eh bien, au fond, il n'y a pas une complète symétrie parce que pour des biens qui ont une valeur stratégique, pour les raisons que je disais tout à l'heure, la dépendance aux importations n'a pas la même valeur que pour des chaussettes où finalement on va pouvoir facilement passer d'un fournisseur à l'autre. Donc il faut que l'État fasse un peu le diagnostic des biens sur lesquels il a des objectifs qui ne sont pas uniquement financiers ou commerciaux, mais qui sont de nature stratégique. Comment est-ce qu'on fait pour se doter pour s'assurer de la continuité d'une base industrielle suffisante? Voilà, donc ça passe par une panoplie d'outils. Et sans tabou, je pense, qui vont de l'anticipation au stockage, à la politique industrielle et dans certains cas, des mesures réglementaires ou de protection spécifiques aux produits concernés. Je vois que vous voulez réagir, mais attendez, avant ça, on va s'intéresser à travers le rayon X de Thibault Nolte au destin d'un patron chinois. Son destin prouve la reprise en main absolument incroyable du gouvernement, enfin du Parti communiste. C'est le patron d'un fonds d'investissement. Il a été arrêté en début d'année et il a été exécuté suite à une accusation de corruption. Le rayon X de Thibault Nolte. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment que je fais du sport. Mon cher Lai Chao-min, j'ai vos radios sous les yeux, c'est mort. Vous avez été à la fois un rouage du Parti communiste chinois et un rouage du système bancaire chinois. Un ubiquitaire du tout répressif et du tout financier. Secrétaire du parti et grand patron à la tête de China Huarong, une banque devenue vaste conglomérat financier. J'ai bien médité mon Confucius. On peut tuer le général d'une armée, pas l'ambition dans le cœur d'un homme. Huarong a été créé il y a 20 ans. La Chine s'ouvrait à l'économie de marché pour racheter les créances douteuses des banques d'État afin qu'elles puissent emprunter à l'étranger. D'où son surnom de Bad Bank. Et vous en avez été le bad lieutenant.
Vous l'avez certes diversifié dans l'assurance, l'énergie ou l'immobilier, mais aussi creusé ses pertes et ses dettes. 16 et 40 milliards au dernier pointage. Et furieusement tapé dans la caisse. J'aurais dû méditer mon Chuang Tzu. Le canard a les pattes courtes, il est vrai, mais en avoir de plus longues ne lui servirait à rien. Cadet de 5, issu d'une famille de fermiers pauvres, vous avez avoué lors d'un procès retransmis à la télé en 2020 avoir gobé 258 millions de dollars en pot de vin, un record. Les placards de votre appartement étaient gavés de 3 tonnes de cash et de lingots. 拿了就往那一放，就像经常会去超市嘛，就在里面铁柜里，有铁皮柜都放在那里了，最后都组织上都收了，所以我觉得这也是要这么多钱有什么用啊？最后怎么又不敢花又不敢用，还提心吊胆的。 Pour corruption et bigamie, on vous prête un deuxième mariage secret à Hong Kong et une centaine de maîtresses. Vous avez été condamné à mort le 5 janvier 2021 et exécuté 24 jours après à 58 ans. Mourir pour un crime de bakchiche et lèse-biroute est assez rare. Xi Jinping a fait rouler votre tête, preuve de sa sévérité, mais fin août, il a décidé de laisser vivre Huarong en la renflouant, preuve de sa clémence. Mon cher Xiaomin, vous avez sûrement médité votre Lao Tzu. Les hommes sont différents dans la vie, semblables dans la mort. Merci Thibault Nolte. Vincent. Jean-François Dufour, ce climat politique, c'est un motif d'inquiétude supplémentaire pour les investisseurs étrangers? Pas forcément pour les investisseurs étrangers, parce que la réalité, c'est que les choses n'ont pas foncièrement changé. Simplement, elles apparaissent plus clairement aujourd'hui. C'est un motif d'inquiétude surtout pour les hommes d'affaires chinois eux-mêmes, parce que cette condamnation à mort et surtout sa concrétisation par une exécution, c'est une première depuis assez longtemps. Il faut savoir quand même que la raison, c'est que Huarong fait partie de ce qu'on appelle les grandes structures de défaisance qui jouent un rôle capital dans l'équilibre du système bancaire chinois, qui est miné par les créances douteuses. Donc c'est un signe de durcissement, mais sur le fond des choses, on n'a pas de changement radical. Valérie Niquet, le retour aux fondamentaux du communisme que promeut Xi Jinping n'aura pas de conséquences pour les pays extérieurs et notamment les investisseurs? Bah, tout de même, si on peut... la Chine est beaucoup moins ouverte qu'auparavant, donc il y a toujours des opportunités. Mais là, on voit d'une manière un peu plus claire que faire des affaires en Chine, ça peut rapporter gros, mais c'est aussi très dangereux. Alors, moins pour les investisseurs étrangers, mais ce climat, justement, d'inquiétude qui avait un peu disparu sous les prédécesseurs de Xi Jinping, on n'avait plus peur de mourir, entre guillemets. Mais d'ailleurs, c'était pas une démocratie, mais ils étaient capitalistes et on pouvait faire... Oui, enfin, capitaliste, c'est un bien grand mot. L'État et le parti ont toujours joué un rôle majeur, mais ça a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. On se souvient de ces généraux. Le taux de suicide a considérablement augmenté. Et il ne faut pas oublier que Hong Kong, qui servait de refuge, ne sert plus de refuge aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série d'interrogations et que ça oblige à être extrêmement prudent dans les affaires qu'on fait en Chine. Et tout peut se retourner du jour au lendemain. Eh bien écoutez, voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.